Par rapport à l'architecture écologique de manière plus générale, selon vous, quels sont les réflexes primordiaux que tout architecte doit avoir lors de la conception d'un projet qui doit être respectueux de l'environnement? La première chose, c'est de comprendre le contexte dans lequel il travaille. C'est un contexte physique et un contexte humain. Il faut absolument entendre ces deux contextes-là et voir comment ils n'en font qu'un seul finalement. Pour pouvoir travailler le contexte physique, c'est à la fois le climat, les saisons, mais aussi les matières qui sont disponibles sur place et le fonctionnement urbain ou rural dans lequel on est amené à travailler. Le contexte humain, c'est pour qui on travaille, avec qui on a envie de travailler. On a plutôt envie de travailler avec tout le monde. Et de chercher aussi quels sont les savoir-faire locaux qui accompagnent des ressources locales. Chaque fois qu'on arrive quelque part, on va chercher les ressources naturelles locales et on sait que chaque fois qu'il y a une ressource naturelle locale, il y a l'homme ou la femme qui sait l'utiliser, qui a le savoir-faire pour ça. Trouver en fait toutes ces conditions du contexte permet de ne pas lui porter atteinte, parce que l'ambition c'est de ne pas lui porter atteinte, et d'agir avec lui. En fait, nous, on utilise la notion de bienveillance depuis longtemps. Dans les années 90, j'ai défini l'architecture pour moi comme l'installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Et donc, plus globalement, comment imaginez-vous l'architecture de la ville de demain, finalement? Eh bien, forcément frugale. Forcément frugale, c'est-à-dire utilisant moins de ressources et offrant 2 fois plus de bien-être. En fait, la notion de frugalité est une notion positive. L'étymologie de frugal vient du latin de frux, qui veut dire le fruit, fructis. Et donc ce qui est frugal, c'est la récolte des fruits de la terre. Et quand la récolte est réussie, quand la frugalité est heureuse, on sait qu'à la fois on ne porte pas atteinte à la planète et on rassasie celui qui a fait la récolte. Donc notre ambition, c'est de faire cela, de faire ces récoltes intelligemment, toujours situées, toujours avec les gens. Et à partir de là, eh bien, on regarde l'évolution du climat pour ce qu'il est. On se bat, parce que tout ça ça ne se fait pas juste dans la joie de tous les jours, mais dans un vrai combat. Et il faut être persuadé que ce combat a du sens. Je pense que votre génération nous montre que vous le savez vous. Et en tout cas, voilà, il faut de l'engagement pour faire en sorte que donc, cette ville soit frugale, c'est-à-dire qu'elle consomme moins de ressources, qu'elle consomme moins d'énergie, qu'elle utilise moins de technologie, que finalement elle apporte un bien-être meilleur pour tous. Très bien. Et du coup, des questions plus axées en fait, pour les étudiants aussi. Donc, comment votre vision de l'architecture, qui est liée à l'environnement, a-t-elle évolué depuis le début? En fait, c'est une histoire, on va dire. J'ai fait mes études au Grand Palais avec Henri Siriani. Et donc j'ai découvert avec Henri Siriani toute la question de la modernité et du modernisme et de l'urbain. Moi, je venais d'un petit village breton où la relation à la nature, je l'ai dans mon bagage, je l'ai dans mon héritage. Et à la fin de mes études, je ne savais pas comment faire le lien entre ce que la Bretagne m'avait appris. La Bretagne m'avait rendu écologiste, très clairement, depuis longtemps. Et ce que Siriani m'avait appris, et auquel j'étais aussi très attaché, la découverte de l'abstraction et de toutes les valeurs de l'abstraction, que ce soit dans l'art, mais aussi dans la pensée, et une valeur incroyablement puissante du modernisme qu'il ne faut pas mettre à la poubelle. Et donc pendant 7 ans, je ne savais pas quoi faire, et je me suis promené, on va dire. J'ai fait des recherches et j'ai surtout rencontré Kenneth Frampton à Columbia, l'année où il publiait l'originarisme critique. Et en fait, Frampton m'a donné toutes les clés pour revenir. Il a donné les clés de la relation culture-nature, du retour vers le climat, vers la topographie, la tectonique, tout ce qui est aujourd'hui à l'œuvre dans un développement durable intelligemment engagé. Frampton ne savait pas à l'époque que finalement il ouvrait les portes du développement durable, mais il était en train de le faire. Et quand je suis rentré en France, j'ai cherché à enseigner.
Aucune école d'architecture n'était intéressée par mes propos sur l'écologie et sur le vivant. Donc j'ai été invité à enseigner le paysage à l'école de paysage de Versailles. C'est Michel Courageux qui m'y a invité. Et j'y ai découvert le paysage, mais j'ai retrouvé surtout tout ce qui m'intéressait autour du vivant. Et quelques années plus tard, les gens d'Harvard ont pensé que j'étais paysagiste et m'ont enseigné à Harvard, c'était en 91. Du coup, j'ai découvert le développement durable à Harvard en 91, puisqu'on n'en parlait pas vraiment ici chez nous, 4 ans après le rapport Pontclair. Donc quand je suis revenu, j'ai continué à faire tout ce travail sur l'environnement, le développement durable, plutôt dans le paysage dans un premier temps, et puis après c'est passé à l'architecture. Plus compliqué, mais en tout cas entendu, puisque j'ai été titularisé professeur très tôt. Et j'ai commencé à enseigner le développement durable en créant un département à l'école d'architecture de Lyon en 2000. Donc en 10 ans, j'ai enseigné le développement durable dans un département qui s'appelait architecture, développement durable et équitable. Et puis je suis parti après à l'école d'architecture de Rennes, où j'enseigne l'invention du territoire dit durable. Ce que j'ai vu évoluer pendant tout ce temps-là, c'est, alors que, on va dire, en 2000, le petit monde des enseignants du développement durable pouvait se compter sur les doigts de 2 mains. Aujourd'hui, il y a un réseau qui s'appelle Reza Eco, qui est un réseau installé par le ministère de la Culture et qui est un réseau extrêmement actif. Je vous conseille d'aller regarder ce réseau et pourquoi pas de vous y inscrire, qui rassemble tout ce qui porte à l'enseignement de l'écologie, d'éco-responsabilité dans l'école d'architecture. Ça, on va dire, c'est du côté de l'institution. L'institution fait des vrais progrès. Les enseignants, je pense qu'ils sont toujours un peu en retard, sauf ceux qui sont au réseau Eco. Je dis toujours que la différence entre vous et moi, c'est que j'ai une leçon d'avance, et c'est parce que j'ai cette leçon d'avance que je peux être votre professeur. Et s'il n'y a pas la leçon d'avance, c'est pas la peine. Il ne faut pas faire croire qu'on peut apprendre quelque chose. Votre génération, du point de vue de l'écologie, a parfois une leçon d'avance par rapport à ses profs. Donc il y a un statut compliqué, je pense, pour beaucoup de profs aujourd'hui. Ce que j'ai vu aussi évoluer, c'est vous. Quand j'ai commencé à enseigner en 86, même si c'était dans les écoles du paysage, l'enjeu de l'écologie n'était pas aussi fortement présent. Et puis il y avait même eu des générations tapis. La réussite était plus importante que le reste. Et on le voit là, enfin je dirais même depuis ces 2 à 3 dernières années, un partage très fort de ces enjeux-là avec les étudiants, un engagement beaucoup plus fort avec les étudiants. Bon, qui me choisissent aussi parce qu'ils savent ce que j'enseigne, mais je vois que le bagage avec lequel ils arrivent est extrêmement construit, qu'ils sont déjà engagés dans des ONG ou par ailleurs, et que la question du partage est une question incroyablement essentielle et que l'on peut arriver dans tous les projets. Donc oui, ça évolue à l'heure actuelle rapidement. Je rappelle souvent que tous ceux qui sont rentrés dans les écoles d'architecture cette année sont tous nés au XXIe siècle. Et forcément, ça a du sens. Ceux qui ne sont pas encore dans les écoles d'architecture sont dans la rue, donc quand ils vont rentrer dans les écoles d'architecture, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'attends avec impatience ce moment-là. Et donc voilà, les choses sont vraiment en train d'évoluer. J'ai toujours imaginé qu'il y avait un enjeu générationnel fort qui est en train de se produire. Je suis aux anges. Je suis ravi de ça. Oui, du coup, vous avez répondu à la dernière question qui consistait à dire que est-ce que vous pensez que les cours d'architecture, de projet architectural dans les écoles d'architecture en France mettent en valeur l'environnement, l'écologie. Et au final, c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, on remarque souvent que, comme vous dites, les professeurs n'ont pas encore cette vision qu'on peut essayer d'avoir, nous, sur l'environnement. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, on me demande, ah oui, en école d'architecture, vous faites l'écologie, enfin vous réfléchissez à ça. Et je me retrouve un peu gênée en disant, oui, j'essaie de rassurer les gens, mais c'est vrai qu'au final, c'est plus à nous d'essayer de voir comment on peut trouver des gens déjà comme vous qui puissent nous guider aussi vers une manière plus intelligente. Commencez par regarder qui, dans votre école, est lié au réseau Eco. Parce que forcément, votre école y est représentée, et allez lui parler, et peut-être constituer un groupe autour de tout ça, parce que on voit bien que l'enjeu de la demande citoyenne, comme la vôtre, vous n'êtes pas juste étudiant, vous êtes des citoyens,
comment l'enjeu citoyen peut changer les manières de faire. Et la demande actuelle est une demande pressante. C'est pas, et avec une grande force. Donc il ne faut pas vous excuser, il faut dire malheureusement pas assez, mais je fais ce qu'il faut pour. Tout à fait. Ben voilà. Et la dernière question, qui est un peu notre tradition au journal, parce que nous appelons double auteur. Donc pour vous, en un mot, à quoi fait référence ce mot double auteur? J'espère que vous allez dire déjà prendre un peu de hauteur. Et donc prendre un peu de distance par rapport au plancher, et essayer de regarder ce qui s'y passe. Ça, on va dire, c'est la position humaine. Mais du point de vue de l'architecture, c'est évidemment l'aisance, mais ça veut dire aussi pour moi la lumière et l'air, et la chaleur. Et ça veut dire un souci, qui est celui de la déstratification verticale de l'air. Parce que quand vous êtes en double hauteur, il fait chaud en haut, il fait pas chaud en bas. Il faut donc réussir à faire en sorte qu'on est équitable, qu'il y ait la chaleur pour tout le monde, à ceux qui sont en haut, pour ceux qui sont en haut et pour ceux qui sont en bas.